bien, chaussée glissante, forte pluie par endroits. Soyez très prudents lorsque vous allez sortir ce matin car la chaussée, elle est glissante. Bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Et sachez, pour la petite information avant de dérouler le gros programme que nous avons pour vous dans quelques instants, donc que j'ai l'honneur de démarrer cette émission avec mon cadeau de fête des pères, offert par Alix. Bonjour Alix. Bonjour Thierry. Et puis information de taille, comme il vient de vous la partager. Donc avant que vous nous sortiez à partir de 8 h, bien sûr, parce qu'on a à faire encore beaucoup de minutes ensemble. Sachez que dehors, il pleut des cordes, donc faites très attention. Et pour malheureusement ceux qui nous lâcheraient maintenant sortir, là l'information est aussi de mise. Il faut faire attention en ces temps de pluie. Justement, on va essayer de vérifier les données météorologiques et derrière, on vous déroule tout le programme. Bonjour à toutes et à tous. Un temps nuageux avec des pluies intermittentes assez importantes marquera la matinée sur le littoral et le sud forestier, parfois avec des orages. Des passages nuageux intéresseront les parties nord-est et est du pays avec de faibles pluies. Le reste du pays sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée afficheront 24 degrés à Abengourou, 25 à Abidjan, 24 à Adiaké, 23 degrés à Bondoukou et à Bouaké, 24 degrés à Bouna, 23 degrés à Bundiali et à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et à Guiglo, 22 degrés à Korogo, 21 degrés à Mont, 22 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 à Touba et enfin 24 degrés à Yamsokro. Le temps restera nuageux avec des pluies modérées ou fortes par moments sur la région du littoral et du sud forestier. Ces pluies pourront toucher la bande centrale notamment au centre et à l'ouest. Et au nord, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Les valeurs prévues pour l'après-midi afficheront 33 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 à Bondoukou, 32 degrés à Bouaké, 34 degrés à Bouna et à Bundiali, 33 degrés à Daloa et à Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Guiglo et à Korogo, 31 degrés à Mont, 32 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 32 degrés pour la ville de Soubré, 31 à Tabou, 33 à Tiasalé, 34 à Touba et enfin 33 degrés à Yamsokro. Merci pour votre aimable attention. Un temps nuageux avec des pluies intermittentes assez importantes marquera la matinée sur le littoral et le sud forestier, parfois accompagné d'orages. Le temps restera nuageux avec des pluies modérées ou fortes par moments sur les régions du littoral et du sud forestier. Nous appelons la population à redoubler de vigilance. Très bon suite de programme sur la RTI. Mercredi 23 juin 2021, bonjour à tous, il est 6h30, passé de quelques minutes, vous suivez l'information au cœur de Matin Bonheur. Les résultats du certificat d'études primaires et élémentaires sont connus depuis hier à mardi. Le taux national de réussite au CPE est de 52,51% pour la session 2021 contre 93,31% il y a un an. Une régression de 42 points, l'annonce a été faite par la directrice des examens et concours. Plus de détails avec Astou Touré d'Agnogo. Sur les 545 689 candidats effectivement présents dans les 2367 centres de composition ouverts, 286 534 ont été déclarés admis, soit un taux national d'admission au CEP de 52,51% pour cette session 2021 contre 95,31% en 2020. Rappelons toutefois que l'année dernière,
la pandémie de la maladie à Covid-19 n'a pas permis la tenue des épreuves écrites de l'évaluation finale. L'admission au CEP a donc été prononcée sur la base des notes de contrôle continu. La situation d'insécurité consécutive à l'attaque contre une position des forces armées de Côte d'Ivoire dans la nuit de lundi 7 au mardi 8 juin dernier n'a pas permis à 293 candidats de la localité de Touba, près de Téini, de se soumettre aux épreuves écrites de cette évaluation certificative. Sur instruction de Madame le ministre, les dispositions nécessaires ont été prises à l'effet de permettre aux candidats de ce centre de composer dès que la situation sécuritaire aura retrouvé sa normalité. Les réclamations seront reçues par les inspections d'éducation préscolaire et primaire du mardi 22 au dimanche 27 juin 2021. Autre chose à présent, le médiateur de la République, Adama Tungara, a reçu officiellement à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, le plan stratégique 2021-2023 de son institution. Il se définit en 4 grands enjeux avec un coût estimé à 16 milliards 344 millions de francs CFA. Ce plan va permettre d'asseoir une médiation proactive, une cohésion sociale durable en Côte d'Ivoire. Nous relate ici Kader Sogodogo. De la République dans sa mission. Toute la Côte d'Ivoire, un vent de paix, un pays où la cohésion sociale sera un atout majeur pour son développement, est à la tâche. L'institution vient de se doter d'un plan stratégique couvrant la période 2021-2023. Il se résume en 4 grands piliers: l'autonomie financière, l'amélioration de la performance technique, l'amélioration de la visibilité institutionnelle et le développement durable du capital humain. Il est la vision partagée entre un cabinet international et le médiateur de la République. Notre cabinet a été support méthodologique. Ça veut dire qu'on a aidé l'institution à se poser les bonnes questions, à trouver ses propres réponses, et puis nous avons challengé ces réponses pour nous assurer qu'elles étaient cohérentes et qu'elles permettraient donc à l'institution d'atteindre ses objectifs. D'un coût de 16 milliards 344 millions de francs CFA, le plan stratégique 2021-2023 permettra d'apporter des remèdes curatifs et préventifs à toutes les crises en Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République s'en réjouit déjà. Il ne nous reste maintenant qu'à mettre en œuvre ce plan très important. Il faut, pour une médiation proactive, une réflexion qui s'appuie sur des données réelles importantes pour asseoir en Côte d'Ivoire une cohésion sociale durable et une paix aussi durable. La présentation du plan stratégique 2021-2023 va faire place à l'ouverture de la 2e session du Conseil de médiation. Et voilà qui referme ce tout premier point d'information. On se retrouve dans une demi-heure. Merci beaucoup Abdoulaye Koné pour ce premier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Donc à tout de suite, voilà pour un autre point à vous proposer. Ce sera le Flash Afrique Inter. Allez, dans ce programme que nous allons vous proposer, bien sûr à côté de nos invités, donc il y a du sport. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Nous allons avec nos tout petits et le taekwondo pour créer la discipline et aussi pour permettre à nos enfants d'avoir cette sérénité, ce calme et surtout cette confiance en soi. On regarde. Chariot Chonia Jumbi Chidumsaki Hey Anna Dul Set Net Tazo Yezo Igap Yodal Baro Hey Dul Set Job Siodra Anna Dul Set, 9 Siodra,
Chagui. Anna. Dul. Thiodra. Anna. Dul. Septième. Thiodra. Dolio Chagui. Anna. Dul. Septième. Thiodra. Nelio Chagui. Anna. Dul. Septième. Thiodra. Baro. Chujum Sogi. Taekwondo. Anna. Dul. Sept. Pépinière Taekwondo. Anna. Dul. Anna. Dul. Baro. Show. Absogi Chumbi. Allez, on sortit. À mon signal, on fait transposition. Anna. Dul. Sept. Net. Dasso. Yezo. Ilgop. Yodol. Ab. Yol. Barreau. Écart facial, on descend. Anna. Dul. Sept. Net. Dasso. Yezo. Ilgop. Yodol. Ab. Yol. Anna. Dul. Sept. Net. Dasso. Yezo. Ilgop. Yodol. Ahop. Yol. Iroso. Chariot. Sabonike, Chonien. On s'applaudit. Hey! On va faire Yop Chagui. Hey! Anna! Dul! Septième! Thiodra! Anna! Dul! Septième! Thiodra! Barreau! Chio! Oui, ne vous y trompez pas, hein, c'était une séance hautement sérieuse en compagnie de deux chefs de taekwondo, en tout cas 2 maîtres, la personne de maître Mamadou Thierry, ceinture noire 5e dan, et maître Koulibaly Ibrahima, ceinture noire 4e dan, ici, qui essayait d'insuffler l'amour de cet art martial-là au tout petit, déjà très jeune, car c'est une discipline qui est pratiquée pour vraiment nous mettre dans de bonnes conditions et surtout être très zen, être calme et puis être aussi très alerte, parce que c'est ça, pouvoir se défendre, mais aussi pouvoir maintenir le calme autour de nous. C'était aujourd'hui, comme à l'accoutumée, les mercredis, avec les tout petits, bien évidemment. On espère qu'ils ont retenu beaucoup de choses. Et comment, même si la caméra a distrait plus d'un, mais bon, c'est très intéressant de voir des enfants comme ça commencer déjà cet art très jeune et puis à cette discipline avec laquelle on grandit. La suite, donc, c'est un reportage que nous allons avoir, Alix. Tout à fait, un reportage qui va nous emmener à la découverte, sinon à la redécouverte d'une infrastructure qu'on a ça et là dans la ville, mais des fois qui crée beaucoup de polémiques et de difficultés. Les dodanes, ralentisseurs de la compétitivité du transport marchand, c'est un dossier de EcoPlus, signé bien sûr de la rédaction de RTI2. À Bangourou, nous sommes à plus de 200 km d'Abidjan, la capitale économique. Gare du groupement des transporteurs de l'Indénie. Drissa Silla, chef de gare, est un homme heureux depuis la réhabilitation de l'axe Abidjan à Bangourou. On pourrait aller à 6 à 5 millions de dépenses frais mécaniques par mois, au moment que la route n'était pas faite. Quand on a refait la route, on était très contents. Ici à Abidjan, comme ça, on pouvait faire 2h30. Les cars pouvaient faire 2 voyages, 3 voyages par jour, un seul cas. Et que les frais mécaniques ont été abaissés au niveau de 2 millions à 1 500 000. Vraiment, ça nous donnait la force pour payer très rapidement de nos cars.
Comme on le voit, les bénéfices économiques et financiers sont notables. Seulement voilà, cette embellie sera de courte durée avec l'avènement des dodanes. Les dodanes, ça nous est reculé. Ça nous est reculé. Ça nous est reculé. Les dodanes, il y a d'autres qui sont corrects, il y a d'autres qui ne sont pas corrects. Parce qu'il y a des virages qu'ils ont mis des dodanes qui n'est pas normal, et la descente encore qui est très forte. S'il y a des gros camions derrière vous, tels que les grumiers, vraiment, tu ne peux pas attention, il va vous percuter parce qu'il descend avec une force. Voilà. Et puis la montée des côtes encore, il y a des dodanes. Ce qui n'arrange pas peut-être les poids lourds. À l'origine de cet état de fait, la conduite inconsidérée des automobilistes devant la qualité des axes réhabilités. Si on prend au niveau de l'Est, la route qui va d'Abidjan à Dzopé, à Bangourou, à Nibilokro était entièrement réhabilitée. Si vous prenez Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, entièrement réhabilité. Vous prenez l'autoroute d'Ivo-Gagnoa, entièrement réhabilitée. Alors qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, les automobilistes roulent à tombeau ouvert. Dans de nombreux villages, il y a des enfants qui sont écrasés, il y a des personnes qui sont tuées. Fait dramatique. Et Here Mankono, dans l'entente du bonheur en langue malinké, des enfants sont fauchés le 31 décembre 2020. Un gros camion qui passait à vivre à lui ici, il est rentré dans le décor, il a fait 2 victimes, 2 décès sur le coup. Face à cette situation, la population s'était révoltée. La population était obligée de bloquer la situation, pratiquement de 17h jusqu'à 1h du matin. Les exemples de cette nature sont légion. De 2013 à 2018, on a observé un accroissement de 21% d'accidents, le nombre d'accidents. On a observé un accroissement de 37% du nombre de blessés. Et ce qui est dramatique, je l'avoue, on a un accroissement de 79% du nombre de morts. Contraints, les pouvoirs publics, malgré les mesures prises, ont cédé aux pressions des populations riveraines. Ainsi, Ndoussi Gagnoa, 170 km, plus d'une centaine de dodanes avec une crête à Hermankono. 14 ralentisseurs pour 2,5 km. Les véhicules traversaient le village à une vitesse supérieure à 100 km/h. Il faut le dire, on s'est chaque fois plaint, mais je crois que les conducteurs ne comprenaient pas. Et pour ne pas faire d'injustice, nous avons demandé à ce que l'État vienne nous aider avec les dodanes pour éviter les morts. Parce qu'en un mois, on a eu plus de 4 à 8 morts. À Bangourou, Abidjan, plus de 180. Ici, Abidjan fait 180 dodanes de 100 km. Il y a des villages où on doit mettre 3 dodanes. Il y a 15 dodanes. Il y a des villages où on doit mettre 3 dodanes. Il y a 20 dodanes. Rappelons, à toutes fins utiles, que le transport routier marchand pèse 7 à 12% du produit intérieur brut, PIB, sur la période 2012-2019. Pour les acteurs de ce secteur, l'avènement des dodanes dans sa forme actuelle est contre-productif. Une route est faite pour faciliter la fluidité routière. Mais lorsque sur la route, il y a des obstacles à la fluidité routière, vous voyez déjà que ça pose problème. C'est pour cela que nous retenons dans la forme que l'autorité est en train de chercher à réduire la vitesse, à éduquer de plus en plus les conducteurs. Mais nous pensons aussi que ériger des obstacles sur la route n'est pas tout à fait la solution. Que faire? Pour les populations riveraines des voies, les dodanes sont la panacée. Depuis que moi je suis arrivé, on a eu 4 accidents. Et dans les 4 accidents, il y a eu 2 morts. Depuis que j'ai fait les dodanes, il n'y a plus d'accidents. Pour la réhabilitation des voies, nous remercions le gouvernement pour avoir fait un travail. Quant à l'avènement des dodanes, c'est encore un plus parce que grâce aujourd'hui aux dodanes, les vitesses à l'entrée des villages sont réduites. Elles sont soutenues par des praticiens avec force argument. Si je dois faire une comparaison entre la présence de dodanes et l'absence de dodanes, je pense que la présence de dodanes sur le plan médical nous est beaucoup favorable. Autre soutien de taille, le ministre de tutelle des routes. Entre privilégier la sécurité des Ivoiriens et obliger les automobilistes à ralentir, nous préférons obliger les automobilistes à ralentir avec des dodanes plutôt qu'il y ait continuellement des morts. Sécurité routière et rentabilité économique du secteur du transport marchand. Voilà l'équation à résoudre sans passion et avec objectivité. Dans cette optique, une piste est à explorer. Légiférer sur la question des ralentisseurs sur nos routes afin d'asseoir une réglementation à la matière à l'effet
de réconcilier rentabilité économique et sécurité des populations. Parce que, dit-on, il n'y a de richesse que d'hommes. Voilà, nous sommes de retour juste après ce dossier, voilà, signé. Bien sûr, signé de M. Noël Gnagno et surtout de la rédaction de RTI 1, vous l'aurez corrigé. Oui. C'est plutôt les dossiers qui émanent de la rédaction de RTI 2. Voilà, la précision était de mise et donc on va poursuivre ce programme avec quelques informations encore à vous partager avant de recevoir dans quelques instants Renaud Kobia pour la revue de presse. Nous sommes donc mercredi 23 juin 2021 et en non calendaire à célébrer, c'est Audrey. Oui, Audrey qu'on voit des fois dans des posts tendancieux et sur la toile avec ce petit brin d'humour qu'on connaît des Ivoiriens. Elle fait trop de choses, Audrey. Franchement. Trop de choses. Donc Audrey, enfin aujourd'hui, on va vous célébrer, j'espère, de fortes belles manières. Alors, pour les non-africains, on part au Togo donc. Et si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Asunana, qui veut dire princesse. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Djamani, voilà, celui qui n'a pas peur de la foule. Merci pour cette belle carte du Togo. On apprécie bien toutes ces belles villes, depuis Lomé et jusqu'à Kara. Et on va c'est seulement ça? On ne va pas faire toutes les villes, vous êtes sûr? Non, je préfère ces deux-là. J'aime bien. Bon, quand on quitte quelque part, hein, voilà, c'est ça. Quelqu'un laisse quelqu'un prend. C'est vous qui l'avez dit, hein, la journée mondiale pour... Je ne suis pas avancée là-dessus. La journée mondiale des veuves, voilà, pour rester beaucoup plus sérieux et compatissant, bien sûr. Journée mondiale de la veuve, afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 23 juin de chaque année Journée internationale des veuves à travers l'adoption de sa résolution ARES-65-189 du 21 décembre 2010. Aujourd'hui, donc, plus que jamais, cette journée est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. En tout cas, pensée, émue et soutien à toutes ces femmes-là qui ont perdu leur conjoint et qui doivent faire face seules à l'avenir de leurs enfants. Et qui restent des pères et des mères en même temps. Journée mondiale de la fonction publique pour poursuivre la journée des Nations Unies pour la fonction publique, voilà, est une journée internationale ayant pour but de mettre en valeur le rôle des administrations publiques pour le développement des communautés. Merci pour cette belle image donc de la part de la réalisation. Oui, et on a encore une autre journée à célébrer aujourd'hui. C'est celle de l'Olympique, journée olympique mondiale. La journée olympique et paralympique, voilà, se déroule chaque année le 23 juin. Plus qu'une manifestation sportive, cette journée est organisée pour promouvoir dans le monde entier les valeurs olympiques sur la base des 3 piliers: bouger, apprendre et découvrir. Et nous, quand on voit ce drapeau-là comme ça, tout de suite, on a envie d'amener de bonnes ondes à tous nos athlètes qui vont compétir pour les JO qui arrivent très prochainement, dans pas longtemps seulement. Le proverbe. Et oui, le proverbe du jour, donc, la sagesse est une graine qui se récolte auprès d'un vieillard. Proverbe africain, donc, à méditer là-dessus tout au long de cette journée. Tout à fait. Et on espère que les vieillards aussi de maintenant en feront preuve de beaucoup de sagesse parce que les plus jeunes s'abreuvent à la source de leur savoir. Voilà qui est dit. En tout cas, méditons tous sur ces belles paroles. Et puis donnons maintenant la parole à un autre membre de cette équipe qui passe en revue pour vous la presse écrite. C'est M. Renaud Kobia maintenant. Il ne cède pas un vieillard, mais on apprend aussi avec lui, avec ses informations. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour Alex. Bonjour Renaud Kobia. Alors, première information, l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire, les résultats du CEPE sont connus depuis hier. Oui, 52,51%, c'est le taux national d'admission pour la session 2021 du certificat d'études primaires élémentaires, ce qui représente près de la moitié de celui de l'année dernière, qui était de plus de 95%. Et selon la directrice des examens et concours d'ECO, cette année, le taux de réussite chez les filles est plus élevé. Madame Dossonimaga Mariam a indiqué que les réclamations seront reçues dans les inspections de l'enseignement préscolaire et primaire du 22 au 27 juin 2021. Pour tout savoir sur les raisons du faible score réalisé à cet examen, il faut lire Le Patriote de ce jour. Et on reste sur le même sujet de la proclamation des résultats.
Oui, et le taux de cette édition est en deçà de celui de l'année dernière. Il a chuté de 42,80% par rapport à celui de 2020 qui était de 93,51%. Et selon la DECO, les chiffres de l'année dernière avaient été hauts en raison des allègements qui avaient été consentis pour rattraper l'année académique plutôt, qui avait été lourdement impactée par la Covid-19. Et toujours selon Mme Dosso Nimaga Mariam, les élèves de Toubo, dans le département de Teini, qui n'avaient pu prendre aux examens en raison de l'insécurité liée à l'attaque perpétrée dans cette localité le 7 juin 2021, eh bien, vont composer bientôt quand toutes les conditions de sécurité seront réunies. Allez, avec vous, on va changer de sujet totalement. Le président de la République va faire le ménage au sein de son parti. Oui, c'est ce que révèle l'Inter. Selon le confrère, le chef de l'État prépare un chamboulement au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Chamboulement qui risque d'emporter de grosses têtes de ce parti. Et pour tout savoir sur ce que l'Inter qualifie de séisme qui se prépare au sein du parti présidentiel, il faut lire son numéro de ce jour. Et arrivé le 17 juin dernier, l'ancien président Laurent Gbagbo nous apprend-on que le chef de son village n'est pas content. Oui, c'est ce que Barassa Une Soir Info. Selon le confrère, le chef du village de Mama dit être déçu de l'absence des autorités ivoiriennes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny le jeudi dernier à l'arrivée de l'ex-chef d'État. Kwasi Ouraga Bertin invite les autorités ivoiriennes et Laurent Gbagbo à regarder dans la même direction pour le bonheur des populations ivoiriennes. Et le matin nous dit que Laurent Gbagbo s'est discrédité auprès de ses partisans et de l'opinion nationale. Oui, moins d'une semaine après son arrivée en Côte d'Ivoire, le mythe Gbagbo est à terre. Et selon le matin, qui fait cette affirmation à sa une, cette situation est due au spectacle servi à l'aéroport à l'arrivée de l'ex-chef d'État, ainsi que la demande de divorce qu'il a formulée contre son épouse Simone Gbagbo. Et bien, conséquence de cet enchaînement de faits, à en croire le quotidien, les internautes n'ont pas été tendres avec Laurent Gbagbo. Et la même personnalité au cœur de cette revue de presse après son retour, donc, que va faire l'ancien président ? Eh bien, le quotidien d'Abidjan répond à cette question en livrant dans son numéro de ce jour ce qui constitue, selon lui, les grands chantiers qui attendent l'ex-chef d'État. Le confrère révèle à ce sujet que parmi eux figurent en bonne place ceux de la réconciliation nationale et aussi celui au sein de sa famille politique, le Front populaire ivoirien. Et la même question pour une autre personnalité. Que va faire Simone Gbagbo après ses déboires à l'aéroport et la demande de divorce? Oui, eh bien, c'est la question que pose à sa une le Patriote. Pour le confrère, cette succession de faits qu'il qualifie de déshonorants pour l'ex-première dame va assurément susciter une réaction de sa part. Alors que, deuxième question qu'il pose, la deuxième vice-présidente du FPI pro-Gbagbo va-t-elle prendre ses distances ou riposter? Et la justice ivoirienne est aux trousses du dénommé Chris Yapi. Oui, c'est l'annonce faite par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau. Selon Adou Richard, qui est cité par le Patriote, tôt ou tard, la personne qui se cache derrière le célèbre avatar se fera prendre. Le haut magistrat a fait cette déclaration hier lors d'un panel sur les fake news initié par le Conseil national des droits de l'homme. Un autre sujet, grande saison des pluies, le GSPM donne des conseils pratiques pour faire face aux éventuelles inondations. Les pluies diluviennes et leur lot d'inondations ont déjà démarré et pour réduire les drames cette année, le groupement des sapeurs-pompiers de la caserne de l'Indénia à Djamé a fait des recommandations pratiques à suivre au cas où l'on se trouverait dans une zone envahie par l'eau. Les pompiers, selon Fraternité Matin, invitent les populations à la prudence au moment des fortes pluies, à quitter les zones à risque et à libérer les emprises des ouvrages d'assainissement. Plus de précisions dans Fraternité Matin. Et on terminera cette revue de presse avec un chiffre. Oui, 5 millions, c'est le nombre d'Ivoiriens qui défèquent dans la nature selon une étude réalisée en 2016. Eh bien, selon Soir Info, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a fait cette révélation récemment à Yamoussoukro à l'occasion d'une cérémonie de remise de l'eau aux animateurs communautaires du pays afin de faciliter l'accès des populations à des latrines de faible coût. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Toutes ces informations. Donc. Je vous en prie. Et puis, allez-y tout simplement, pas titrologuer, mais achetez... aux toilettes. Non, oui, mais de belle manière. Il ne faut pas faire ça tout azimut comme ça. Hein. Même là-bas, il faut rester concentré. Alors, merci beaucoup. Et puis, je vous en prie, à demain. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce numéro.
Bonjour et merci de suivre RTI 1. Il est 7h et c'est l'heure de l'information internationale. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été écroué hier mardi dans la soirée. Il s'agit d'une interpellation sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle l'ancien chef de l'État au pouvoir jusqu'en 2019 a été inculpé en mars dernier. Un magistrat du parquet s'exprimant sous couvert de l'anonymat, ainsi que le porte-parole de son parti, l'ancien ministre Djibril Ould Bilal, ont confirmé son placement sous mandat de dépôt sans en préciser la cause. Hors du continent africain, la Colombie, elle, a dépassé lundi le nombre de 100 000 morts et enregistré un nouveau record de décès en 24 heures, avec plus de 600 morts, a indiqué le ministère de la Santé colombien. Proportionnellement à sa population, le pays de 50 millions d'habitants est le 4e pays déplorant le plus de décès dus à la pandémie en Amérique latine et dans les Caraïbes et le 6e avec le plus d'infections. L'Australie s'apprête à contester le projet de l'UNESCO d'inscrire la Grande Corail, sinon la Grande Barrière de Corail, sur la liste des sites en danger du patrimoine mondial. L'UNESCO a publié un rapport préliminaire recommandant de rétrograder le statut de la Grande Barrière de Corail, inscrite au patrimoine mondial depuis 1981, un site en détérioration pour beaucoup, dû à la récurrence des épisodes de blanchissement des coraux, une conséquence des bouleversements climatiques. Selon la ministre de l'Environnement australienne, la décision de l'UNESCO ne tient pas compte des milliards de dollars dépensés pour tenter de protéger la barrière située au nord-est de l'Australie. On retourne sur le vieux continent en Europe. Législative en Arménie, Nicole Pachinian donnait largement vainqueur, son parti figurant largement en tête. Selon les résultats complets publiés lundi par la Commission électorale centrale, le parti Contrat civil de Pachinian a obtenu 53,9% des voix, loin devant son principal adversaire, le bloc de l'ex-président Robert Kocharyan, qui compte 21% des suffrages. Dans un communiqué, son principal rival, Robert Kocharyan, a refusé d'admettre sa défaite, dénonçant des fraudes. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a accusé mardi l'Allemagne d'actes de nazisme après la mise en place de nouvelles sanctions européennes contre le Bélarus, des sanctions qui frappent notamment d'importantes sources de revenus de son pays. L'Union européenne, mais aussi les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada ont décidé lundi soir de punir des dizaines de personnalités et des entreprises liées au pouvoir en place au Bélarus en représailles à l'interception en mai dernier d'un avion de ligne par Minsk pour arrêter un opposant. 4 ans et demi après le quadruple meurtre de la famille Troadec à coups de pied de biche, le principal accusé a comparu mardi devant la cour d'assises de Loire-Atlantique à Nantes, en France. Les avocats d'Hubert Couassin, 50 ans, auraient fort à faire pour lui éviter la réclusion à perpétuité. Sa compagne Lydie Troadec, 52 ans, comparaît quant à elle libre. Elle encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende pour modification de scène du crime et recel de cadavres. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Impatience parce que ça fait 4 ans que nous attendons que cette affaire soit jugée. Évidemment, il y a beaucoup de stress. On va parler de choses extrêmement dures, non seulement de la mort, mais aussi de l'atteinte à l'intégrité de leurs cadavres. C'est une famille entière qui a été décimée. Bien évidemment, c'est très difficile. Moi, ce que j'ai assez vite découvert au cours de mon enquête, c'est qu'il ne fallait pas regarder l'affaire Troadec juste comme une terrible nuit du 16 au 17 février 2017, parce que c'est l'histoire d'une décennie. C'est des années où une détérioration des rapports familiaux creuse son sillon et où une mécanique destructrice infuse, se met en place. Et donc il faut la regarder dans le temps long et pas juste comme une nuit d'horreur. Et une brève de sport pour terminer, du sport du football en s'imposant face à la République tchèque, 1-0. L'Angleterre a récupéré la première place du groupe D. La Croatie, quant à elle, grâce à sa victoire face à l'Écosse 3-1, termine deuxième en doublant la République tchèque qui se qualifie tout de même parmi les meilleurs troisièmes grâce à ses 4 points. Les Écossais, quant à eux, sont éliminés de l'Euro. On s'arrête ici pour ce 7h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain
avec beaucoup de plaisir. Tout à fait. Et plaisir sera partagé de vous retrouver, Mr. Everyday, pour un autre Flash Ivoire. Et après, Flash Inter, sous le coup de 7 heures. Belle journée à vous. Nous, on poursuit cette émission. Maintenant, à vous proposer dans notre programme, comme il est de coutume, les mercredis, influents aujourd'hui, avec l'une des personnalités les plus appréciées de Côte d'Ivoire. Vous serez d'accord avec moi. Il est aussi styliste et vraiment pionnier même aussi dans le domaine. Il forme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il a décidé de nous partager son parcours et le maître mot. Sinon, le titre, c'est « L'échec est une étape de la réussite ». Comme quoi, le travail toujours mène au bonheur. Je suis Cissé Moïse, je suis donc tailleur, couturier, styliste, modéliste. Par la grâce de Dieu, j'ai des dons de dessinateur. Je me suis employé donc à appliquer donc mes modèles, à les coucher d'abord sur papier avant de les réaliser. Du coup, donc, je deviens styliste. Et puis créateur parce que j'ai commencé à un moment donné, lorsque je suis entré de plein pied dans le métier, à vouloir influencer, je veux dire, la tendance vestimentaire des hommes surtout, parce que c'est beaucoup plus eux que j'habille. Dans ce genre de métier, il ne faut pas être reclus. Il faut approcher les autres. J'étais un tout jeune professeur lorsque j'ai commencé à être présent sur la scène de la mode. Mais c'était des dévanciers qu'il fallait approcher, avec lesquels il fallait, avec toute humilité, je vais dire, échanger, comprendre. Mais en même temps, il y avait donc la destinée qui était la mienne. Et il y avait cette volonté de marquer, je vais dire, son passage, d'apprendre, mais également de découvrir, de travailler surtout. Et puis voilà, donc ce sont autant de choses qui m'ont permis, dans un premier temps, d'être admis dans le milieu très difficile de la mode. Nos aînés qu'on a vus s'habiller ont été pour nous une école. Nos clients ont été pour nous des formateurs parce que leurs exigences étaient des cours pratiques pour nous et qui nous ont amenés à satisfaire ces exigences-là au millimètre près quelquefois. Mais ça, il faut avoir l'humilité d'écouter, de satisfaire, ne pas regarder ce qui peut paraître comme des brimades, ce qui peut paraître comme des rabaissements, mais c'est plutôt des exigences, c'est des choses qu'ils veulent et qu'il faut savoir pouvoir leur donner en toute humilité. Les clients sont difficiles quelquefois, et ça discute, ils ont des desiderata, il y a des choses qu'ils veulent, mais on essaie, et à force de réussir, d'essayer, on réussit à donner satisfaction. Et le plaisir d'habiller celui qui demande que je l'habille, et le plaisir de savoir qu'il est content, qu'il est heureux, qu'il a obtenu ce qu'il voulait, ça, c'est ça qui me motive véritablement. Quand j'ai quitté la fonction publique pour m'installer véritablement en tant qu'acteur économique, comme couturier, les premiers mois, ça allait bien. Et puis ensuite, je commençais à avoir les fins de mois difficiles. Mon salaire partait dans l'activité. Les charges étaient là, il fallait payer les employés. Il y avait les charges locatives, les charges fiscales, les charges RH et tout. Ça devenait compliqué. La clientèle s'est faite irrégulière à un moment donné. Les recettes ne suivaient pas véritablement. En ce moment, le regret s'installe à mes diantres. J'étais bien loti à la fonction publique, j'avais mon salaire et tout. Qu'est-ce qui m'a amené à venir m'installer ici avec toutes ces difficultés que je suis en train de rencontrer? Et donc j'appelle un ami, écoute JM, franchement, je pense que je vais abandonner cette affaire-là. Alors lui me dit, ah mais tu me rends ton affaire ou quoi? J'ai dit, ah, oui, mais laisse-moi réfléchir. Alors, donc s'il veut prendre, c'est que c'est bon. Et donc je suis reparti sur le pompier. Avec le temps, les choses ont commencé à se rétablir, à se rééquilibrer. L'échec est une étape de la réussite. Quand on a échoué,
ce n'est pas la fin du monde. C'est juste un break pour mieux faire et pour bien faire ce qu'il y a à faire. Donc pour moi, l'échec, je veux dire, c'est une étape de la réussite. On en a connu. Je veux dire, c'est exaltant, c'est intéressant parce qu'il faut en connaître pour s'endurcir, pour se fortifier. Et ce sont des expériences qui participent donc de l'expertise qu'on a dans le métier. Nous aujourd'hui, nous sommes très à l'aise devant n'importe quelle situation parce qu'on en a connu pas mal, des plus difficiles, des plus compliquées. Mais en même temps, ce n'est pas des choses qu'il faut laisser transparaître. Et c'est là qu'il faut savoir être fort. Lorsqu'il nous manquait de la clientèle, on a lancé une promotion, ce qu'on appelait la promotion sur le costume. On a cassé les prix du costume en fournissant le tissu et la confection et tout à un prix vraiment dérisoire. Mais j'avoue que j'ai eu la plus grosse période faste que je n'avais jamais imaginée. Vous comprenez que donc d'un semblant d'échec qui se présentait, on a transformé ça en boom. Et je pense qu'aujourd'hui, 50% de ma clientèle du jour est venue à cette époque-là. Et ça, c'est une histoire qui remonte il y a une vingtaine d'années. Et nous, rendez-vous partaient jusqu'à 3-4 mois. Et les clients étaient restés patients et tranquillement. Et c'est là que nous avons fait beaucoup de recrutement, nous avons fait beaucoup de formations. Et je pense que c'est à ce moment-là que la maison vraiment a pris son envol véritablement. Alors pour ces jeunes qui se sont lancés dans ce métier, il faut qu'ils comprennent qu'ils travaillent. Et maintenant, en plus du travail, il faut qu'ils aient l'abnégation. Le travail, il est permanent. Ce n'est pas 8h à midi, 14h à 18h, mais le travail, même en dehors des heures de travail, le travail est permanent parce qu'il est réflexion, il est projection, il est souci de réalisation de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie de faire, avec abnégation, avec persévérance. Et j'insiste sur la notion de persévérance, où là, il ne faut pas se décourager, il faut toujours continuer, il faut bosser. C'est ceux-là, n'est-ce pas, finalement, qui réussissent. Eh bien, nous avons dans Influent aujourd'hui Sissa Moïse, donc on rappelle aussi patron de Nzassa Festival. Et lorsqu'on va à Treichville, son nom est écrit en lettres d'or parmi ceux-là même qui ont fait pousser la mode de Treichville et ce jusque dans le monde entier. Alors, la suite avec coaching et nous allons parler d'aujourd'hui de comment surmonter la difficulté à épargner. Un sujet qui nous intéresse donc tous parce qu'on est tous emmenés à épargner et il le faut pour nous permettre d'avoir un bien-être. Allez, juste après ce jingle. Et ce sujet sera décortiqué en compagnie du docteur Serge Coucougnon, coach, avec qui nous allons essayer d'avoir quelques petites recettes et secrets pour nous aider à surmonter la difficulté à épargner. Dès lors, on sait qu'il y a problème, on va poser les bases et puis aller tout doucement vers une démarche constructive. Bonjour, docteur. Bonjour, Alex. Bonjour, Angeval. Bonjour, bienvenue. Le Dalai Lama. Namasté. Alors, on parle de surmonter la difficulté à épargner. Peut-être qu'on va essayer de définir déjà ce que c'est que épargner. C'est simplement mettre de côté. D'accord. Mettre de côté une partie de ce qu'on gagne, une partie de l'argent qu'on reçoit. Voilà, c'est tout simplement cela. Ok, je sais que quelqu'un à la maison va dire moi j'ai un très bon salaire, je gagne bien ma vie, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi je vais m'emmerder à mettre de côté? Parce que j'en ai suffisamment, même en banque, je ne termine pas et tout. Pourquoi mettre de côté? Si on en a déjà suffisamment, on peut estimer que ce n'est pas nécessaire. Mais pour celui qui, et vous verrez qu'il y a plusieurs personnes dans ce cas-là, qui après plusieurs années de travail, n'ont même pas un rond de côté, n'ont pas un sou en banque. Alors pour ceux-là, il peut se poser la problématique de savoir comment est-ce que je parviens à épargner ou alors pourquoi est-ce qu'il est important pour moi de mettre de l'argent de côté. Voilà. À cela, je peux dire que il y a plusieurs raisons qui peuvent encourager, sinon justifier le fait qu'on mette de l'argent de côté. L'une des raisons, c'est que ce qui nous permet d'avoir ces ressources ou d'avoir de l'argent est une activité. Mais on n'aura pas toujours le même niveau d'énergie et la même vigueur pour pouvoir mener cette
activité-là, parce qu'il y a l'âge qui arrive. Bien sûr. Voilà, donc un temps va arriver où on n'aura pas toujours la même force, donc il faut pouvoir continuer à vivre décemment. Et épargner va se présenter comme étant une alternative, sinon une possibilité qui nous permet de continuer à assurer nos vieux jours. Deuxièmement, on peut considérer que épargner est une façon de préparer notre avenir, parce qu'on a tendance à croire qu'il faut épargner pour les mauvais jours. Je dis que quand on met de l'argent par rapport à quelque chose qu'on craint, ce qu'on craint finit par nous arriver. Oui. Et puis, rien ne dit que les problèmes qu'on va rencontrer vont se limiter juste au montant qu'on a épargné. Donc, on ne peut pas se positionner dans la posture d'une personne qui veut épargner pour juste attendre au cas où quelque chose de mal se produit. Non. Mais il faut plutôt être dans la posture de celui qui veut construire un avenir, donc préparer son avenir. Quelqu'un disait que la meilleure façon de préparer l'avenir ou de prédire l'avenir, c'est de le créer. Donc, il faut avoir dans cette optique-là, savoir ce qu'on veut pour demain et puis mettre de l'argent de côté par rapport à la réalisation de cela. Troisièmement, et ce sera le troisième et dernier point sur cette question, mettre de l'argent de côté nous permet de nous préparer à saisir les opportunités. Par exemple, il y a quelques mois, quelqu'un publiait sur son statut WhatsApp qu'une entreprise faisait la liquidation de véhicules ayant été utilisés seulement quelques années. Et c'était de très bons véhicules, les 4x4 à un coût vraiment inégalé. Bon, celui qui se dit qu'il lui faut un véhicule et qui n'a pas suffisamment d'argent de côté pour pouvoir saisir cette opportunité et même, pourquoi pas, revendre le véhicule, ça peut être une bonne affaire, un investissement. Donc, quand on n'a pas suffisamment d'argent de côté, on ne peut pas saisir les opportunités qui se présentent à nous, alors qu'il y en a de très nombreuses et de très belles. Voilà un peu 3 raisons qui pourraient inciter, sinon encourager quelqu'un à mettre de l'argent de côté. Et à partir de ces 3 raisons et de plusieurs inconnus que vous avez énumérés, comment entamer la démarche de l'épargne selon son profil ? Parce que selon qu'on a des ressources conséquentes, il faut définir l'épargne qui s'y prête et en fonction des ambitions. Donc, comment entamer cette démarche-là et le process? Déjà, j'aimerais dire que tout le monde a la possibilité de mettre de l'argent de côté. Tout le monde. Quelqu'un va dire, ah, ce que je gagne, c'est insuffisant. Mais quand j'entends ça souvent, je dis aux gens, qu'est-ce qui t'interdit de gagner plus que ce que tu reçois dans ton salaire? Qui t'interdit? Personne. Donc, tout le monde a la possibilité de mettre de l'argent de côté. Seulement, la plupart des personnes se limitent à ne voir que ce qu'ils gagnent comme étant le seul moyen de subvenir à leurs besoins. En dehors de ça, il n'y a rien. Maintenant, si on veut rentrer dans une démarche d'épargne, si on veut se conditionner à épargner, il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Je dirais que la première étape, c'est d'être déjà clair sur nos besoins. Souvent, on le dit comme ça, mais très peu de personnes prennent conscience qu'il faut clarifier quelles sont nos charges. Je discutais avec un entrepreneur il y a de cela quelques semaines et il me disait, bon, je veux pouvoir gagner 1,5 million ce mois-ci. Je dis, OK, 1,5 million c'est bien, mais pourquoi? Pour faire quoi? Bon, non, j'ai des charges, c'est quoi tes charges? Mais il a fallu que je coince pour qu'il parvienne lui-même à clarifier, effectivement, voici mes charges, ça ne fait même pas 200 000. D'accord? Donc, il faut clarifier ce dont on a besoin. Il faut s'asseoir pour faire ce travail-là. Deuxièmement, il faut définir nos objectifs de vie. Parce que si on ne vit que pour subvenir à ses besoins, c'est la survie. Donc, il faut définir des objectifs qui vont nous permettre d'avancer, de progresser. Quelqu'un disait que le bonheur est dans le progrès. Donc, pour vous, peut-être les objectifs majeurs, ça peut être d'avoir un bien immobilier ou ça peut être de faire un voyage, d'assurer un certain style de vie. Mais quels sont vos objectifs majeurs? Et les évaluer, bien évidemment, parce que quand on définit les objectifs, il faut savoir ça va nous coûter combien. Quelqu'un disait dans un livre 5 qu'il n'y a pas une personne qui s'engage dans un projet de construction sans définir ce que ça va coûter. Sinon, en cours de route, il s'arrête et puis tout le monde se moque de lui. Donc, quand on a des objectifs, il faut les évaluer. Troisièmement, il faut pouvoir violer de manière consciente ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Cette loi-là est très utilisée dans le domaine du travail et elle dit que le travail aura tendance à s'étaler en fonction du temps qui lui est imparti. Mais quand on ramène cette loi-là dans le domaine de l'argent, ça montre simplement que nos dépenses vont avoir tendance à augmenter en fonction de nos revenus. Oui. Vous verrez par exemple que en raison d'une situation particulière, l'État peut prendre une décision d'octroyer certaines primes à certains corps de métier.
mais vous verrez des gens qui sont de ce corps de métier augmenter leur niveau de vie, et de dépenses. Et de dépenses conformément à l'augmentation qu'ils ont reçue, qui peut être temporaire. Qui peut être temporaire. Et c'est une erreur justement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de cette loi et ils n'ont pas décidé de la violer de manière consciente. La violer de manière consciente, c'est décider par exemple que si je gagne 600 000 francs, je vais dépenser seulement 400 000 francs dans ce salaire-là. C'est un exemple. Je dépense seulement 400 000 francs, j'épargne systématiquement les 200 000 francs. On va me dire, mais si les besoins s'élèvent à plus de 400 000 francs, qu'est-ce que je fais? C'est en cela que la quatrième étape devient importante. Il faut augmenter son intelligence financière. Il faut augmenter sa capacité à gagner de l'argent en dehors du salaire qu'on a. Et ça, c'est une chose qu'on peut apprendre. On ne naît pas avec, on apprend. La plupart des gens se disent, moi j'ai mon salaire, ça me suffit, ou alors j'ai mon salaire, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Mais on apprend, on réfléchit différemment. On ne peut pas rester dans un système où on nous dit, oui, va, obtiens tes diplômes et puis obtiens un salaire. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas être frustré toute ta vie. Donc, il faut développer son intelligence financière. Oui. Le cinquième point, ça va être de maîtriser ses émotions parce que justement, les émotions, quand on ne les maîtrise pas, on a tendance à dépenser plus que ce qu'on a prévu. Une belle sollicitation, là, ça et là, on veut jouer le gentil et puis on fait sortir de l'argent n'importe comment. Et pour terminer, il faut accepter de se faire contrôler ou alors il faut accepter de rendre des comptes. Parce que quand tu reçois ton argent, toi seul, personne ne te dit mot, tu en fais ce que tu veux. Mais quand tu as une épouse à qui tu as donné l'autorisation quand même de regarder ce qui se passe, ou tu as un mentor qui peut te poser de vraies questions, oui. Bon, tu fais un peu plus attention par rapport à la façon dont tu utilises ces sous-là. Voilà donc quelques 6 étapes qui peuvent permettre de mettre de l'argent de côté. Vous souriez. À l'entente de mentor, il dit oui, l'épouse, il n'a dit mot. Non, l'épouse, oui. Mais elle fait un bon travail. Non, alors, mais, bien sûr. Alors, dites-nous, c'est vrai que vous avez dit clarifier les charges et tout, mais faut-il penser long ou court terme lorsqu'on veut épargner déjà? Il faut penser long terme parce que ça commence déjà par savoir quel genre de vie je veux mener. Quel genre de vie je veux mener, qu'est-ce que je veux pouvoir réaliser comme objectif pendant que je suis là. Aujourd'hui, par exemple, on est à 191 jours de la fin de l'année. 191 jours de la fin de l'année. Et il y a des personnes qui ne savent pas clairement, à ce jour, ce qu'elles veulent pouvoir réaliser d'ici la fin de l'année. Ça demande un temps de pause, de réflexion et puis de choix conscient par rapport à demain. Donc c'est sur la base des choix, de la qualité de vie qu'on a envie d'avoir, qu'on va définir ce qu'il nous faut mettre de côté par rapport à ces rêves-là. Et vous avez donné un indicateur très important, à savoir le temps. Parce que généralement, on a tendance à voir, hein, quand l'année se termine, on va prendre les bonnes résolutions de l'année à venir. Justement, comment, en adéquation avec ces résolutions-là, stratifier son plan d'épargne en fonction de ses ressources et de ses aspirations de création. Je pense que la réponse est dans la question. Tenir compte du temps, tenir compte de ce qu'on gagne et puis organiser ce qu'on peut mettre de côté par rapport à ça. Mais pratiquement. Alors, à cela, je voulais dire quelque chose. Souvent, on a des objectifs qui sont plus importants que ce qu'on gagne en termes de réalisation ou qui demandent beaucoup plus de sous que ce qu'on gagne. Et on ne va pas aller nécessairement fonctionner en termes de prêt parce que tu peux emprunter, une personne peut emprunter, mais arrivé à un moment, elle ne pourra plus emprunter. Parce que quand on emprunte, il faut rembourser. C'est clair, avec intérêt. Alors, justement, avec intérêt. Cela veut dire que lorsqu'on a un moyen de revenu, un canal de revenu ou ce qu'on considère comme étant une source de revenus et que cela ne suffit pas, il ne faut pas se limiter à cela. Il ne faut pas se donner des raisons pour se dire « je n'ai pas le temps de faire autre chose » ou alors « je ne sais pas comment faire autre chose ». Quand on ne sait pas, on apprend. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Okay? Donc, le fait d'avoir à l'idée que j'ai telle chose à réaliser et que ce que je gagne ne me permet pas de faire cela, doit pouvoir nous inciter à utiliser nos potentialités, à utiliser notre savoir, à rendre ça accessible, à vendre ce qu'on a comme capacité ou à le mettre au service des autres pour pouvoir générer d'autres sources de revenus et tranquillement pouvoir mettre de l'argent de côté par rapport à nos projets. Donc, pour répondre à votre question, on connaît le temps dont nous disposons. On connaît les objectifs que nous avons.
On connaît le salaire qu'on a ou le niveau de revenu qu'on a. On connaît nos charges. Bien évidemment, il faut couvrir nos charges. Parce qu'on ne peut pas dire, je me consacre entièrement à mon projet, je prends tout mon revenu, je mets dans mon projet. Bon, on vit comment? De manière concrète. Donc, ça va dépendre des charges qu'on a et puis des objectifs que nous avons à côté. Est-ce que le revenu qu'on a nous permet de couvrir convenablement nos charges? Et est-ce qu'il reste une marge qui nous permet d'investir dans le projet qui nous importe? Alors, vous avez parlé tout à l'heure des sollicitations. On peut faire fi de ça, on peut s'en passer, des sollicitations et tout, mais nous sommes en Afrique, il y a certaines réalités. Il y a la famille souvent qui pèse sur certaines personnes et tout, qu'on soit homme ou femme, quand on travaille, souvent la famille, elle pèse beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait faire face à cette famille-là qui n'hésite pas vraiment à être... voilà, c'est pas évident. Hein. Et ce n'est pas que la famille. Oui. Bon, en fait, je suis resté dans la famille. Justement, oui, il y a aussi les amis. Je me rappelle d'un proche qui avait été admis au concours du CAFOP et pendant un certain temps, il n'y a pas de salaire. Donc, c'est après que le rappel arrive, tout ça. Mais durant cette période-là, il vit quand même. Donc, il se faisait aider, ça et là, par certaines personnes, certains membres de la famille. Et quand son rappel arrive, c'est tout un stress. Parce qu'il se dit, à qui je vais dire merci, à qui je ne vais pas dire merci. Comment je vais manifester ma gratitude? On a toute la vie pour manifester notre gratitude. Oui, au risque de se faire traiter d'ingrat. Mais on a déjà, il faut savoir qu'on a tout le temps pour manifester notre gratitude, tant qu'on respire, et puis tant que les gens qu'on aime respirer. Alors, il faut se dire qu'on peut stratifier la démonstration de notre gratitude. On peut organiser. Ça, je voulais déjà clarifier ça. Pour dire à une personne que ce mois-ci, je peux décider de dire merci à Angeval pour ce qu'il a fait. Je lui donne un peu. Le mois d'après, je peux décider... Pendant que l'autre est en train d'appeler pour dire, mais tu m'as oublié. Voilà. Et deuxième aspect, c'est que... critères de sélection, de positionnement. Il faut clairement sélectionner. Et puis, il y a un élément à prendre en compte avec lequel il faut être intransigeant. Priorité à sa famille nucléaire. Priorité à sa famille nucléaire. Il faut que votre famille, votre femme et vos enfants aient prioritairement de quoi satisfaire leurs besoins avant de penser à aider des gens qui sont autour. Deuxième élément, vous voyez souvent dans certaines familles, on attribue les montants de cotisation à la tête du client. Ou alors on lui dit, oh lui il travaille, donc il peut payer ça. Ou même les femmes, quand elles sont mariées, elles disent, mais toi tu es mariée, non? Oui, on augmente en fonction du statut matrimonial. Comme si ton mari a l'argent, donc... Voilà, comme si le fait d'être marié était un emploi. Donc, et là-dessus, il faut pouvoir se limiter à ce que nos moyens nous permettent. Par exemple, si je dis que je ne peux que donner 10 000 francs par rapport à cette cotisation, je donne ces 10 000 francs. Celui qui dit que c'est petit n'a qu'à compléter. Et puis ça va devenir beaucoup. Coach, vous changez les paradigmes. C'est l'Ivoirien. Vous changez les paradigmes. Si on ne change pas les paradigmes, les gens vont s'enfermer dans des choses qui vont les faire souffrir inutilement. Donc, maintenant, comment faire comprendre ça aux gens en face? Parce qu'après, on va se retrouver... On ne peut pas rentrer dans une dynamique d'éducation de tout le monde. On ne peut pas éduquer tout le monde. La véritable difficulté, c'est quand on ne donne rien du tout. Voilà. Celui qui ne donne rien du tout, celui-là... Bon, on va dire, il est méchant, il est ceci et cela. Mais quand il donne un peu, on va dire, bon, lui là, c'est vrai, il ne donne pas beaucoup, mais chaque fois qu'on dit, il donne un peu. Oui, il faut... Le dosage, quoi. Voilà, il faut donner un peu en fonction, sans que ça nous mette mal à l'aise. Oui. Et l'un des gros problèmes, c'est parce qu'on a peur d'être jugé. C'est vrai. C'est ça. On a peur qu'on nous dise que non, on est méchant, on n'est pas gentil, on n'est pas gentil, on est avare, tout ça. Mais je crois que le facteur le plus important, c'est que nous-mêmes, là, quelles sont nos valeurs? Quand je me regarde, je sais que moi, je ne suis pas avare. Je sais que je suis quelqu'un de généreux. Je sais que je m'occupe de ma famille et je fais avec ce que je peux. Celui qui estime que c'est insuffisant, qu'il complète pour que la famille se porte mieux. Oui. Et finalement, en définitive, comment maintenant lever la difficulté majeure pour pouvoir épargner? La difficulté à épargner prend racine déjà dans le conditionnement. Quand je dis conditionnement, c'est l'apprentissage de certaines habitudes. Et ce conditionnement-là, il va influencer la façon dont on croit qu'on doit gagner de l'argent et il va aussi influencer la façon dont on croit qu'on doit le dépenser. Ce conditionnement prend racine dans notre famille d'abord. Parce que quelqu'un qui a vu un parent ou son père, un père qu'il aime, dépenser tout son argent
sans mettre de l'argent de côté. Et parce qu'il aime ce père, il va copier inconsciemment ce comportement. Je connais quelqu'un comme ça qui a vu son père qui a travaillé pendant de nombreuses années et qui avait un certain niveau de revenus. Et au décès de ce dernier, ils n'ont même pas trouvé un rond sur son compte bancaire. Même pas un rond. Parce qu'il a vécu comme ça à 100 à l'heure. Et lui, ce jeune homme que je connais étant marié, commençait à avoir le même comportement. Donc, il gagnait de l'argent et il prenait plaisir à acheter les choses, dépenser jusqu'à ce qu'il réalise qu'en fait, je suis en train de reproduire le même comportement de mon papa. Donc, on prend chez nos parents, chez les gens qu'on aime, certaines attitudes et ça nous conditionne à agir d'une certaine façon. Le deuxième niveau de conditionnement, c'est la religion. Certaines religions ont pour tendance à dire ou à faire croire à leurs adeptes que ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Et donc, comme on ne doit pas s'amasser de trésors sur la terre, là où les voleurs percent, là où la ruine détruit, bon, ça sert à quoi de mettre l'argent de côté? De toute façon, le Seigneur pourra, on a dépensé. S'il a permis que l'argent soit là, même si c'est la cotisation de l'Église, dépensons. Et puis, demain, il va permettre. Il va permettre que ça vienne encore. Donc déjà, il faut commencer à détruire ces deux types de conditionnement pour comprendre que, attention, si on continue à reproduire les schémas de nos parents, on va tout droit dans le mur. Si on continue à fonctionner de cette façon qui fait qu'on ne met pas de l'argent de côté, la réalité nous rattrape pour nous dire que, attention, il y a tel besoin ou il y a tel problème que tu vas rencontrer devant toi. Deuxième chose. Rapidement, pour terminer. Oui, pour terminer, oui. Je dirais que c'est l'avidité. Hein. L'avidité qui fait qu'il est beaucoup difficile pour des gens de mettre de l'argent de côté parce qu'on a envie de manière effrénée ou de manière frénétique de posséder certaines choses ou de paraître. Oui. Voilà, le voisin a eu ça. Il faut que moi aussi, je montre que je suis à certaines dimensions, certaines hauteurs. Donc, on vit au-dessus des moyens qu'on est capable de générer. Ça nous mène dans des situations difficiles. Bien sûr. Merci beaucoup au docteur Serge Koukounian. Il est coach aujourd'hui. Comment surmonter la difficulté à épargner? Vous l'aurez compris, il faut avoir cette intelligence financière et savoir épargner. Il faut bien réfléchir sur ce que vous allez faire de votre vie. Merci beaucoup. Excellente journée donc. Et oui, et maintenant aborder le sujet de la famille avec le docteur Geoffrédéric Zabi. Et oui, le jingle qui nous installe maintenant dans la thématique famille avec le docteur. Aujourd'hui, on parle des véritables besoins de l'enfant. On se dit qu'on a des enfants à la maison, on pourvoit à leur santé, sécurité, leur apporter de l'amour, mais semble-t-il que cela n'est pas forcément tout. Ce dont ils ont besoin. Le docteur va nous donner dans quelques instants les véritables besoins de l'enfant et surtout comment bien y répondre. Bonjour docteur. Bonjour Alix. Bonjour, bienvenue. Merci infiniment. Alors, on va donc commencer. Si on parle de véritables besoins de nos enfants, c'est qu'il y en a qui ne sont pas forcément véritables. Absolument, absolument. La différence. Oui, souvent, il faut voir que les enfants expriment des besoins. Donc, il y a une grosse différence entre les besoins qui sont exprimés et les besoins qui sont réels. Parce qu'un enfant peut exprimer un besoin qui n'est pas forcément son besoin réel dans l'instant. Je veux dire, on peut voir ça au niveau d'un adulte, par exemple, qui peut demander de l'argent alors qu'on est juste au début du mois et il est fonctionnaire, il est salarié. Et donc, son besoin exprimé, c'est peut-être le besoin d'avoir un billet là maintenant, mais en réalité, son besoin n'est pas forcément celui d'avoir un billet régulièrement. Donc, il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est salarié, au plus tard le 5 du mois, il n'a pas d'argent soudain? Et donc, ça permet de détecter le vrai besoin de la personne qui a peut-être un besoin d'apprentissage de la gestion de ses finances, comme on venait d'en parler ici. Donc, c'est la même chose. La difficulté au niveau des enfants, c'est que eux, ils n'expriment pas toujours leurs besoins réels, contrairement aux adultes qui peuvent réfléchir, détecter eux-mêmes leurs besoins et les exprimer. Les enfants, c'est ça la difficulté. Ils ont des besoins qu'ils extériorisent, et derrière le schéma de ces besoins qui est extériorisé, il y a toujours leur vrai besoin qui est derrière, en arrière-plan. Et il appartient aux parents de détecter ce besoin-là au risque de passer à côté de l'éducation. Et par votre expertise, on va essayer de trouver les méthodes pour pouvoir détecter les véritables besoins de nos enfants. Le temps pour nous de suivre cet élément qui a été tourné par Pascaline Kwame, à savoir les besoins de l'enfant, comment vous les appréhendez. La question vous a été posée, le résultat ici. Moi, par exemple,
Victime du choix de mes parents, parce qu'au départ, mon père était un docteur. Donc il a voulu que je fasse aussi des études de médecine. Bon, j'ai voulu faire, mais je ne suis pas arrivé à ce niveau. Mais quand même, je suis arrivé à un niveau qui m'a propulsé jusqu'au poste de technicien agricole. Mon neveu, par exemple, qui est en classe de... Il a 16 ans, 15 ans, il est en terminale. Bon, il dit qu'il veut faire informatique. Avant-hier, il change, il dit qu'il veut faire, comment on appelle, génie civil. Donc ça, je pense qu'on doit l'aider en regardant leur moyenne de classe. Par exemple, il y a le français. Il peut être fort en français et puis ne pas être fort en maths. Comme il peut être fort en maths, il peut ne pas être fort en français. Il y a 3 filles, moi j'ai choisi, j'aimerais qu'une de mes filles fasse la médecine, l'autre fait l'ingénierie. Et puis bon, j'ai choisi pour l'autre le test de l'air. Tes enfants, tu dois choisir ce qu'ils vont faire. Quand l'enfant grandisse avec, si l'enfant grandisse avec, il sait où aller et il sait comment s'introduire dans tout ce qu'il a entrepris en même temps à l'école, comme dans les activités. Il est mieux que l'enfant même fasse son propre choix. Que lui, dans sa tête, c'est qui le motive à prendre cette direction-là. Toi, tu vas venir lui dire non, il ne faut pas faire ça, il faut aller faire autre chose. Il sera pas... Il n'aura pas la motivation de faire ce que toi tu veux qu'il fasse. Il est mieux de le laisser faire son propre choix. Quand il fait son propre choix, là, il a au moins la motivation de suivre sa branche. Voilà, de retour dans notre studio donc. Docteur, on va décortiquer un peu ce micro-trottoir de Pascaline Kwame. Déjà, quand on écoute ces personnes, on parle de l'éducation, j'ai voulu faire telle étude, mon père n'a pas voulu et tout. On parle des besoins réels. Et à quel moment? Est-ce qu'il faut être déjà si grand pour parler de besoins? Dites-nous un peu. Ce micro-trottoir me fait un peu rire et en même temps que ça me fait rire, ça me donne toute la peine et ça me fait mesurer l'ampleur de la tâche éducative. Parce que ça montre que les parents, ils sont totalement à côté de la plaque. Ce dont ils sont en train de parler, c'est de l'orientation professionnelle future de l'enfant. Parce que le système éducatif évalue l'enfant, particulièrement en Côte d'Ivoire, dans 2 domaines sur 9, pardon. 9 domaines d'appréciation et on n'utilise que 2 domaines. En Côte d'Ivoire, ici, on est soit scientifique, on est soit littéraire. C'est l'un des 2. Alors qu'on peut être artiste, on peut être sculpteur, on peut être chanteur, on peut être sportif. Il y a plusieurs domaines autres où on peut apprécier l'enfant. Et donc, quand l'enfant ne réussit pas dans ces domaines-là, on le met au rebut, on pense qu'il n'a pas réussi. C'est en général à ces niveaux-là que tous ceux qui sont intervenus se sont arrêtés. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'aller vraiment au bas âge. L'enfant un nourrisson, par exemple, de 2 semaines, de 3 semaines, qui se met à pleurer, comment la maman elle fait pour savoir le besoin de l'enfant qui est en train de pleurer? Parce que les pleurs ici expriment quelque chose que l'enfant veut dire. Il ne sait pas parler, il ne peut pas parler. Donc il est en train d'envoyer un message à sa mère. Qu'est-ce qu'il est en train d'envoyer comme message? On doit apprendre à le détecter. Si on ne le détecte pas, dès qu'il ouvre sa bouche, qu'il émet un vagissement, tout de suite, la maman elle sort le sein, elle donne à l'enfant en croyant que c'est parce qu'il a faim. Mais son besoin ne s'arrête pas à la faim. Il peut pleurer parce qu'il a sommeil, il peut pleurer parce qu'il a soif, il peut pleurer parce qu'il est fatigué, il peut pleurer parce qu'il est en colère, il peut pleurer parce que son linge est sale, il peut pleurer parce qu'il a un besoin à satisfaire, il peut pleurer pour toutes ces raisons. Donc, comment savoir que c'est pour telle raison précise que mon bébé est en train de pleurer? C'est de cela qu'il s'agit. Quand un adolescent demande, par exemple, de l'argent à son père pour lui dire « Bon, papa, moi, j'ai envie de sortir ce soir », ça, c'est un besoin qu'il exprime. Mais derrière cet état de fait, quel est son besoin réel? Quel est son besoin réel? Si on n'apprend pas à identifier ces besoins-là, on passe à côté de la plaque. Quand, par exemple, l'enfant, il se lève le matin, il est fatigué, il n'a pas envie d'aller à l'école, ça veut dire qu'il y a un besoin qui n'a pas été satisfait. Par exemple, il y a un besoin physiologique, il y a le besoin du sommeil. Si ça n'a pas été satisfait, cela va s'extérioriser par des signes, par des signaux. Il faut que le parent apprenne à les lire. Si on n'apprend pas ça, qu'on est focalisé rien que sur l'étude, on passe à côté. On croit que c'est aller chercher de l'argent et c'est ça qui fait que les parents croient que c'est courir après l'argent pour venir envoyer ça à la maison, c'est ça qui est le plus important. Non, parce qu'ils confondent tout. Courir après l'argent pour satisfaire le besoin de nourriture n'est pas le seul besoin de l'enfant. Il a des besoins bien au-delà de la nourriture. Ça, c'est bestial. Il faut aller au-delà du bestial pour arriver à ce qui est social et humain. Et ce qui est social et humain, ça s'inscrit dans d'autres domaines qu'il faut savoir apprécier.
Et justement, ces domaines-là nous intéressent, d'où ce sujet aujourd'hui, et de savoir véritablement comment détecter les véritables besoins de l'enfant et ne pas faire l'amalgame tout de suite sur son orientation, sur son parcours de vie, scolaire notamment. La première stratégie ici à déployer, c'est d'être proche de l'enfant, être son ami. Parce que quand on n'est pas proche de l'enfant, c'est difficile de détecter le besoin de quelqu'un dont on n'est pas proche. Ça montre toute la difficulté. Comment concilier l'agenda professionnel avec les responsabilités familiales? Il faut pouvoir concilier les deux. Il faut pouvoir se dépasser. Donc, être proche de son enfant, ça veut dire deux choses. Ça veut dire ne pas déléguer son pouvoir parental. Ça veut dire ne pas déléguer son autorité parentale. Ça veut dire ne pas faire l'éducation de son enfant par procuration, par personne interposée. Ça veut dire être présent. On va me dire, ben, et si mon agenda professionnel ne me le permet pas? J'ai dit oui, ça peut ne pas le permettre. Mais le plus important à comprendre, c'est que je dois conquérir le cœur et l'esprit de l'enfant, pas forcément son corps. Si je n'ai pas conquis le corps de quelqu'un, ce n'est pas trop grave. Si je suis assis dans son cœur, je pourrais manipuler son esprit. Oui, je pourrais... Quand je dis manipuler, peut-être le terme est un peu fort. Hein. Voilà, parce que ça peut paraître négatif dans certains sens. Je veux dire que je peux orienter son esprit dans un sens ou dans un autre. Parce que je suis dans son cœur et dans son esprit. Vous voyez, l'enfant a des besoins. Et le premier niveau des besoins, on va le lire à travers, comment on appelle ça, la pyramide d'Abraham Maslow, qui dit que les besoins sont à 5 niveaux dans une pyramide. Et le premier niveau des besoins, c'est les besoins physiologiques à satisfaire. Manger, dormir, se coucher, satisfaire ses besoins naturels, etc. Voici les premiers besoins de l'enfant. Mais dans ces besoins-là, si le parent n'est pas proche, comment il peut savoir? Quand on appelle, par exemple, à faire un nourrisson, comme je l'ai dit, comment savoir que mon nourrisson, là, actuellement, là, il a besoin de dormir? Il faut que la mère apprenne. Et les mères 4G qu'on a aujourd'hui, elles ne savent pas que quand un enfant, par exemple, commence à faire ça, ça veut dire qu'il a sommeil. Les mamans d'aujourd'hui, elles ne le savent pas. Elles sont à autre chose. Quand l'enfant, il est en colère, même si vous lui donnez le sein qu'il est en train de téter, il va refuser même de téter. Le sein est dans sa bouche, mais il ne tète pas, parce qu'il est en train de crier. Et quand il est en colère, tant que son besoin n'est pas satisfait, il va crier encore plus fort. Il faut que la maman le sache. Quand son linge est sale, il a une façon particulière d'extérioriser cela à travers les pleurs. Comme il ne peut pas, par exemple, quand il grandit un peu, il a 2 ans, 3 ans, et il est par exemple, au niveau de la maternelle, mais de la petite section, par exemple, il ne peut pas forcément tout dire. Quand il a un mal quelconque, il ne peut pas dire « maman, j'ai mal au ventre » ou alors « maman, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la dent », etc. Il ne peut pas le dire. Donc, son corps parle. Il faut savoir détecter le message du corps. Quand vous le déshabillez, quand vous le touchez, son corps va chauffer. Il va faire une fièvre et la partie qui est concernée sera beaucoup plus chaude que toutes les autres parties de son corps. C'est des choses à savoir pour pouvoir détecter son besoin. Si vous êtes une maman, par exemple, ou un papa qui délègue toute son autorité et tout son pouvoir d'éducation, qui éduque par procuration, ce sont des choses que vous ne saurez pas lire. Ce sont des choses à côté desquelles vous allez passer parce que votre nounou, elle ne connaît pas forcément toutes ces choses-là. Donc, il faut être présent. Non seulement être présent, il faut actualiser ses connaissances. Savoir que quand on est un père ou une mère, on doit être au fait des choses concernant notre enfant parce que c'est un métier dans lequel on s'engage. Donc, il faut apprendre. Oui. Et il faut, enfin, être très à l'écoute de l'enfant. Quand je dis être à l'écoute de l'enfant, excusez-moi, c'est ne pas satisfaire le besoin que nous détectons, voulons pour l'enfant, mais détecter le besoin qui est caché derrière celui que l'enfant exprime. C'est dire quoi? Un enfant qui vient, par exemple, qui dit papa, en tout cas, regarde ma vidéo, je suis sur Facebook, et il s'exhibe sur Facebook. Derrière cet exhibitionnisme que l'enfant fait, il se cache un besoin réel d'estime. Très souvent, quand on fouille la vie de l'enfant, on se rend compte que c'est un enfant qui est très souvent pas suffisamment estimé. Donc, il fait de l'exhibitionnisme pour qu'on le voit, qu'on l'apprécie. Il a besoin de ça. Quand vous fouillez la vie de l'enfant, vous vous rendez compte que dans son entourage, c'est un enfant, très souvent, il est brimé, il est mis au rebut, il n'est pas très écouté, il n'est pas suffisamment valorisé et tout. Donc, ce sont ce genre de besoins. La technique ici, c'est quand
le besoin est ressenti par l'enfant, on ne va pas s'arrêter à ce qui est exprimé. On va se dire, quelle est la sensation, quelle est l'émotion qui est créée à travers ce que je vois là en face de moi. Un enfant qui est par exemple apeuré pour rien, on ne voit aucune raison qu'il ait peur. Ça veut dire que son besoin de sécurité n'est pas satisfait. Il se sent dans l'inconfort, il n'est pas très à l'aise là où il est. Donc, ça s'extériorise par la peur. Donc, savoir lire les émotions, les sentiments de l'enfant, voici quelques techniques qu'on peut donner aux parents ici pour détecter en fait les réels besoins de leurs enfants. Merci pour tous ces conseils-là. Donc, on va revenir un peu sur certains points que vous avez eu à évoquer. Plusieurs étapes de la naissance jusqu'à l'âge ado ou à l'âge adulte. L'enfant grandit, il peut s'exprimer, il peut dire ce qu'il veut, il peut avoir des besoins, même quand il part à l'école et tout. Moi, j'ai envie de rester sur certains points et vous demander quelle est l'avis de qui compte le plus dans certains choix lorsque l'enfant devient même ado. L'enfant, c'est vrai, il extériorise des choses. Il dit des choses. Et dans ce qu'il demande ou qu'il extériorise, le père ou la mère doit être capable de distinguer ce qui est bon pour lui. Ça, c'est déjà le premier exercice qui est assez difficile et délicat. Mon enfant veut une chose, mais est-ce qu'il est bon, qu'il est bienséant que je lui donne cette chose-là? Mon enfant, il est là, je suis à la cuisine avec lui, il voit un couteau, il a envie de jouer avec le couteau. Il exprime ce besoin-là. Est-ce que moi, adulte, je dois lui mettre le couteau entre les mains? Ça, c'est la première difficulté. Donc, il faut que le père ou la mère ait un niveau de jugeote assez sérieux, assez solide pour pouvoir voir ce qui est dans la sécurité de l'enfant, ce qui est dans le bien-être physique et mental de l'enfant, ce qui est dans son bien-être social et émotionnel. Il faut que le parent sache faire ce distinguo-là déjà. Donc, on ne va pas seulement s'arrêter à ce que l'enfant exprime comme besoin, mais on ne va pas aussi s'arrêter à ce que nous voulons comme besoin, que nous voulons comme réalisation pour l'enfant. Parce qu'on peut vouloir des choses qui sont largement au-dessus de la capacité de l'enfant, en termes de développement et de maturation psychologique. On peut demander à un enfant, sans avoir mesuré, par exemple, sa maturité psychologique, on peut demander à un enfant de faire un exercice qui est largement au-dessus de ses moyens. Je veux dire, on regarde son âge physiologique, on se dit, bon, il a 6 ans, il a 7 ans, il devrait être capable de résoudre tel problème. Mais on lui donne le problème, on se rend compte qu'il n'arrive pas à le résoudre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, si on ne recherche pas ce problème pour le résoudre, on va s'attarder sur le fait qu'il a 6 ans, il est au CP2, il devrait pouvoir répondre à une simple question comme 2 plus 2 égale à 4. Il devrait pouvoir répondre à ça. On s'arrête à ça, alors que l'enfant peut être en train de souffrir d'une dyscalculie, par exemple. Il y a les troubles dys là, par exemple, dysorthographie, dyscalculie, dyslexie, tout ce que vous voulez. L'enfant peut être en train de souffrir de ça, qui sont des troubles du cerveau. Maintenant, si on ne va pas au-delà de ce qu'on voit pour aller à ce qui est, on va abrutir cet enfant. On va vouloir absolument qu'il sache faire ces calculs-là immédiatement, sans y mettre la méthode, sans y mettre la manière, sans tenir compte de ses insuffisances. Et là, on est en train de fabriquer un monstre au lieu d'un enfant qui est bien formaté. Finalement, docteur, de tout ce que vous dites, c'est qu'il y a un élément qui est très important, c'est la recherche même de la connaissance et de l'analyse du profil de son enfant. Comment s'opère cette analyse du profil de son enfant? On peut en avoir plusieurs, parce qu'il faut connaître l'enfant aussi pour savoir réellement les besoins qui lui sont propres. Comment faire cet exercice-là? Parce qu'il y a des choses aussi qui restent abstraites. Si ce n'est pas dit, on ne sait pas. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Très souvent, la difficulté que nous avons en tant qu'humains, c'est-à-dire quand on a des besoins, on prend des raccourcis au lieu d'aller à ce qui est, à ce qui doit être. Je sais que je vais faire des enfants. Et je sais que faire des enfants, je ne peux pas prétendre éduquer quelqu'un que je ne connais pas. Ça veut dire que j'ai besoin d'un minimum de formation, ne serait-ce qu'en psychologie de l'enfant. Il faut que je connaisse la psychologie de l'enfant, les stades de développement de l'enfant. À quel âge l'enfant exprime quel type de besoin? Il faut que je connaisse ça en tant que parent. Si je ne connais pas ça, je vais vers la connaissance. Je vais apprendre. Il y a les livres qui sont là, Internet est là. Tout est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. Tout est à notre disposition et c'est quasi gratuit. Quand je prends 200 francs de connexion Internet, qu'est-ce que j'en fais? Je suis sur Facebook en train de faire Congosa, comme on le dit en Côte d'Ivoire, alors que je peux faire des recherches.
parce que j'ai des enfants à éduquer. Quand, par exemple, l'enfant, il a 2 ans, et puis on lui dit, passe ici, il dit non. Fais ceci, il dit non. Fais ça, non, non. Quand il a ce non-là, et puis on dit, mais il est très impoli. C'est parce qu'on méconnaît l'enfant. C'est parce qu'on ne sait pas qu'à 2 ans, il est en train d'exprimer la première crise de l'humain, qui est la crise du non systématique, où il a le besoin d'affirmer son moi. Il a ces moments-là. Il n'est pas impoli. Il est en train de se suivre. Il s'expérimente lui-même en plus. Lui-même. Ça, il faut le savoir. Quand, par exemple, l'adolescent à 14 ans, on lui dit non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas sortir, reste ici, et puis il sort. On ne sait pas qu'à cet âge-là, le besoin le plus important, le plus impérieux de l'enfant, c'est de se sentir proche de ses amis. Sociabiliser. D'aller dehors. Donc, quand vous lui donnez des interdictions, vous voulez le contenir à la maison à cet âge-là, et puis il brave votre interdiction, la nuit, il dépose quelque chose pour faire penser que c'est un homme qui est là, alors que lui, il est dehors. Vous vous dites, mais mon enfant, je lui donne tout, mais il est tout le temps dehors, je ne sais pas pourquoi il est dehors. Vous ne savez pas pourquoi il est dehors parce que vous ne connaissez pas la psychologie de l'enfant. Si vous saviez ça, vous allez plutôt chercher à encadrer ses sorties plutôt que de les lui interdire. Parce que c'est un besoin. Si vous ne satisfaisez pas ce besoin-là au bon moment, il va satisfaire ce besoin-là au mauvais moment. On aura affaire à un vieillard qui a 50 ans, les cheveux blancs, la barbe blanche, et puis qui est en boîte de nuit en train de danser comme un gamin de 8 ans. C'est ce qu'on va avoir. Parce qu'il n'a pas... Il faut faire attention aux besoins des autres. C'est important. C'est de comprendre justement qu'il faut pouvoir connaître ces choses-là. Et la connaissance ici, ça s'acquiert. C'est vrai, à l'école, malheureusement dans notre système encore, tout ce qui est lié à la psychologie, on n'en parle pas dans notre système éducatif et c'est triste. On parle du cœur, on parle du foie, on parle de l'estomac, on parle de tout. Mais tout ce qui concerne le cerveau, blackout total. On n'en parle pas. Alors que c'est un organe. Du coup, quand l'enfant il grandit, quand il a un problème, une maladie du cerveau, possession démoniaque, allons à l'église, alors que la personne a un problème du cerveau qui a besoin d'une prise en charge médico-psychologique. Bien sûr. Alors, docteur, on poursuit dans ce que vous êtes en train de dire. Il nous reste quelques minutes. Alors, dans cette émission, dans l'éducation de nos enfants, c'est vrai qu'on a parlé de cet avis qui compte, que ce soit pour l'enfant ou même pour les parents et tout. Mais dans ce cheminement, dans ce processus, est-ce que l'avis de certains membres de la famille compte aussi dans tout ce qui est besoin de nos enfants? Ça devrait compter si on était dans un environnement comme celui de nos villages d'antan. Avant, on vivait en communauté et tout le monde voyait tout le monde agir, tout le monde voyait tout le monde se mouvoir. Et donc, comme on connaît, on peut parler. Mais ici, chacun est chez lui. Je peux être votre frère, je peux être votre cousin, mais je vis à Yopougon, vous vivez à Cocody. Bon, nos liens de fraternité ne m'autorisent pas forcément à donner mon grain de sel dans l'éducation de votre enfant. Je peux le faire. À titre générique, je peux donner des informations génériques parce que peut-être j'ai ces informations-là. Mais pour le suivi particulier et spécialisé de l'enfant, on a besoin que ce soit des gens qui le connaissent, qui connaissent ses besoins. Parce que je l'ai dit, la méconnaissance du besoin réel de l'enfant est le réel problème des éducateurs. Ils ne connaissent pas les problèmes réels, les besoins réels de leurs enfants. Besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin de réalisation. Un enfant, par exemple, qui est en adolescence, il a vraiment besoin d'estime. Très souvent, l'enfant va venir, « Papa, maman, tu as vu, non, j'ai eu 10. » Ou bien, « J'ai eu 9. » Notre première réaction, « Tu as eu 9 là. » Et les autres de la classe, ils ont eu... Comparaison. On fait la comparaison. Alors que lui, il est venu avec joie pour vous dire, il a eu 9 parce qu'il est fier, il a juste besoin, il a envie d'entendre, oh, félicitations, mais c'est bien, mais tu as eu 9, tu peux faire mieux que ça, tu peux aller à 10 la prochaine fois. Ce que tu as fait là, c'est extraordinaire. Tape dans ma main ici. On peut faire ça. Mais nous, quand l'enfant vient et dit, papa, j'ai eu 8 de moyenne, on dit, tu as été quelième. Pourquoi? Parce qu'on veut juste établir la comparaison. Et on fait ça, on a ce comportement sans savoir les effets pervers de ce genre de réaction sur l'enfant, sur sa psychologie. On ne sait pas que dès la préadolescence, le besoin le plus important de l'enfant, c'est le besoin d'être valorisé. C'est en ces moments-là, on lui dit, mais toi, tu es excusez-moi le terme, tu es un imbécile, tu es un vaurien, toi, je ne sais même pas où tu vas arriver avec ces façons de faire. Si vous lui dites ça, à quel niveau voulez-vous réellement qu'il arrive?
il va vous satisfaire, hein. Il va devenir un délinquant. Et puis vous allez dire non, je ne sais même pas où il a pris ça. Ça, je suis sûr que c'est chez son père. Et puis la mère dit non, 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 ça c'est chez vous là-bas, dans vos familles qu'on a pris ça. Et on est dans ce genre de débat, au lieu d'aller à l'essentiel. L'essentiel qui est de savoir que à ce niveau-là, quand mon enfant fait quelque chose, je dois remplacer les reproches par des encouragements, systématiquement. Il a besoin d'être valorisé. Et la valorisation ici va passer nécessairement par la responsabilisation. Alors, docteur, finalement, le modèle d'éducation à privilégier beaucoup plus, c'est le modèle collaboratif plutôt que celui de l'autorité. Il n'y a pas de... Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles, mais il faut faire un mix de tous ces modèles-là en fonction de la personnalité qu'on a en face de nous. Il y a des enfants qui ont besoin d'un leadership autoritaire, et il y a des enfants qui ont besoin d'un leadership directif, d'un leadership de coach, d'un leadership enfin, plus flexible et tout ça. C'est de savoir qu'il faut moduler les choses en fonction du profil de l'enfant. Quel est le profil de l'enfant que j'ai en face de moi? À quel stade est-ce que je suis avec l'enfant? Ce sont ces choses-là qu'il faut privilégier. Et non pas s'arrêter sur des schémas classiques et tout. Non, il faut faire un mix. Il faut surtout savoir lire l'enfant. Merci beaucoup au docteur Frédéric Zabidjo qui, avec cette conclusion, eh bien, appelle la pluie. Voilà, on sent hors de ce studio. Donc, merci beaucoup à vous. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que tout est dans la manière et il faut prendre conscience du changement lorsqu'on devient donc parents. Merci beaucoup à vous. Merci. Excellente journée. Et Alix, on a terminé pour ce mercredi. Voilà, même si après le générique, on va rester un peu dans ce studio. Voilà, mais bon, pour vous aussi, hein, indique qu'il faut faire attention. Comme vous avez pu le constater, il va pleuvoir, sinon qu'il pleut déjà. Restez couverts, protégez-vous, restez à l'abri. Et puis on se revoit demain, Dieu voulant, ici. À demain. Ciao.